La voix brisée par le chagrin, elle se demanda à haute voix pourquoi leur père devait mourir ainsi. Elle accusa les autres de lui avoir tout fait porter, d'avoir fait de lui le seul responsable, et c'était pour cela qu'il avait fini en prison. Elle conclut en rappelant à Chiara que ce n'était pas leur père qui avait donné les ordres, mais bien le sien. Si elle voulait blâmer quelqu'un, elle n'avait qu'à se tourner vers sa propre famille. Pendant ce temps, ailleurs, Alexa s'adressa à Lemuel. Elle lui annonça qu'elle avait entendu dire que le chef Isidro avait été capturé. Puis, changeant de temps, elle lui demanda comment il allait, ainsi que sa mère. Lemuel, amer, répondit qu'après tout ce qui s'était passé, il réalisait qu'on ne pouvait vraiment faire confiance à personne. Même ceux qui semblaient proches pouvaient se révéler être des traîtres. Alexa hocha la tête. Elle lui dit qu'au moins, il connaissait enfin la vérité. Avec le temps, tout finit par se révéler, et aucun criminel ne pouvait fuir la justice éternellement. Lemuel soupira, empli de regrets, il avoua qu'il avait cru au mensonge d'Isidro pendant bien trop longtemps. Il réalisa qu'il aurait pu aider Alexa et ses proches bien plus tôt s'il avait ouvert les yeux plus vite. Mais Alexa ne lui entend pas rigueur. Elle lui dit qu'elle lui était malgré tout reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait. Ce qui comptait à présent, c'était qu'il n'y avait plus personne pour protéger cette famille. Carlos rejoignit Félise, qui pleurait, le visage ravagé par la douleur. Il serra les poings et déclara d'une voix dure que ce violeur méritait bien pire qu'un simple coup de poing. Il affirma que s'il l'avait voulu, il aurait tué ce salaud de ses propres mains. Félise releva la tête et éclata de rire, un rire amer et incontrôlable. Elle répéta à plusieurs reprises combien elle trouvait cela hilarant, puis, son regard se fit plus perçant alors qu'elle le fixait. Elle lui demanda ce qui n'allait pas chez lui, s'il avait perdu la tête. Elle cita un proverbe, les gens haïssent ceux qui leur rappellent leurs propres fautes. Puis, sans détour, elle l'attaqua directement. Elle lui dit qu'il était furieux contre les Rindro parce qu'il avait violé leur mère. Mais, au fond, il n'était pas différent de lui. Carlos fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse parler, Félise continua sa voix chargée de reproches et de douleur. Elle lui rappela qu'il avait violé Olivia. Elle traça un parallèle glaçant, leur mère était une femme forte et déterminée, tandis qu'Olivia n'était qu'une servante. Elles étaient différentes, mais elles avaient un point commun, elles étaient toutes les deux impuissantes face à leur violeur. Puis, dans un souffle lourd de colère, elle lui lança en plein visage la vérité qu'il refusait d'entendre, « Carlos, tu es un violeur. » Non, il ne valait pas mieux qu'Alejandro. Carlos resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Chiara, cachée à proximité, écoutait toute la conversation, le souffle coupé. Carlos, choqué, réagit enfin, « Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter ?» Félix ne le lâcha pas du regard. Elle lui demanda si cela lui faisait mal d'entendre ces mots. Est-ce que cela le rendait honteux, maintenant que son crime était exposé au grand jour? Était-il surpris qu'elle soit au courant? Puis, elle révéla que c'était Olivia elle-même qui lui avait raconté ce qu'il lui avait fait. Et ce n'était pas tout. Elle, Félix, avait vu de ses propres yeux les horreurs qu'il lui avait fait subir. Elle le défiait à l'ordonner, mais elle savait qu'il ne pouvait pas. Carlos, pris de rage, lui ordonna de se taire. Félix, cependant, n'avait plus l'intention de garder le silence. Elle lui rappela qu'elle avait gardé son secret pendant des années, mais que cela s'arrêtait là. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Carlos essaya de la calmer. Il lui dit qu'il comprenait qu'elle soit en colère à cause de la mort d'Ador et qu'elle pensait que toute la famille l'avait abandonnée. Mais il lui demanda de ne pas retourner sa colère contre lui. Il tenta de l'apaiser en lui demandant de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'Ador. Félix le fixa avec mépris. Elle lui lança qu'il était pathétique, car même dans cette situation, il ne pensait qu'à lui-même. Carlos soupira et admit que c'était peut-être vrai, mais cela ne signifiait pas qu'il ne se souciait pas d'elle et de ses enfants. Puis, d'un ton plus doux, il lui rappela qu'elle restait sa petite sœur, malgré tout ce qu'il venait de découvrir sur elle. Et cela voulait dire quelque chose pour lui. Il lui demanda alors de rester unis, insistant sur le fait qu'il n'était pas son ennemi. Félix le fixa un instant, puis déclara d'une voix glaciale qu'elle voulait la justice. Elle voulait justice pour Ador. Alors, tant que Carlos ne ferait rien pour y parvenir,
ils pouvaient oublier cette idée de rester soudés. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna. Carlos était en voiture, repassant en boucle dans son esprit les paroles de Félix, qui l'accusait d'être un voleur. Il se remémora également le moment où il avait agressé Olivia, revivant l'horreur de ses propres actes. Pendant ce temps, Max et Lala discutaient ailleurs. Max exprimait ses craintes quant à l'avenir. Il se demandait ce qui se passerait après leur victoire éventuelle. Il était persuadé que la famille adverse chercherait à se venger et redoutait que tout cela ne se termine avec leur mort. Il avouait ne pas vouloir de cette issue tragique, mais plutôt une vie paisible et heureuse. Lala, tentant de le rassurer, lui expliquait que cette guerre prendrait fin uniquement lorsque les coupables auraient payé pour leurs crimes. Selon elle, en tant que victime, il ne pourrait tourner la page et retrouver une vie normale qu'une fois la justice obtenue. Elle lui parlait alors de leur projet d'avenir, évoquant une maison à eux et des enfants qu'ils pourraient avoir rapidement. Carlos arriva à la station-service où se trouvaient Max et Lala. Son regard se posa sur eux, chargé de haine et de rage. Lorsqu'un employé lui proposa de remplir son réservoir, il l'ignora, trop concentré sur sa cible. Lala s'éloigna pour aller se rafraîchir, laissant Max seul. Carlos descendit alors de sa voiture, une clé à molette en main. Il s'approcha silencieusement de Max avant de l'attaquer sauvagement par derrière, criant qu'il allait le tuer, lui et Lala. Pris par surprise, Max n'eut pas le temps de réagir et s'effondra sous les coups violents que Carlos lui asséna. Alertée par le bruit, Lala revint en courant et découvrit la scène avec horreur. Se précipitant vers Max, elle tenta de l'aider, mais Carlos la gifla violent avant de prendre la fuite. Lala, bouleversée, tomba à genoux auprès de Max, hurlant à l'aide. Des passants et employés de la station accoururent pour les aider, et une ambulance fut rapidement appelée. À l'hôpital, Lala arriva en courant, portant encore Max dans ses bras et suppliant qu'on lui vienne en aide. Les médecins et infirmiers prirent immédiatement en charge Max et la menèrent en urgence en salle de soins. Alexa rejoignit Lala et lui expliqua qu'elle ne pouvait pas rester sur place. Elle lui fit comprendre que si la police découvrait sa présence, elle risquerait de sérieux ennuis. Lala, en larmes, refusait de partir, insistant sur le fait qu'elle ne pouvait pas abandonner Max dans cet état. Alexa tenta alors de la convaincre en lui promettant qu'elle veillerait sur lui et le laisserait pas seul. Après un instant d'hésitation, Lala, le cœur brisé, se résigna à quitter l'hôpital. Mila, inquiète, interpella une infirmière pour obtenir des nouvelles de Max. L'infirmière lui répondit qu'elle lui donnerait des informations plus tard, puis s'éloigna rapidement. Mila, angoissée, demanda ce qui était en train de se passer. Dans la salle d'opération, l'équipe médicale s'affairait autour de Max, qui était en état critique. Les médecins tentaient de le réanimer en pratiquant un massage cardiaque. Le cœur ne répondait pas, et il durait utiliser un défibrillateur. Après plusieurs tentatives et des chocs électriques, Max finit par retrouver un rythme cardiaque stable. Pendant ce temps, Félix affrontait Carlos, furieux. Elle lui demandait ce qu'il avait encore fait et à quoi il pensait en agissant ainsi. Elle voulait savoir quand tout cela s'arrêterait. Carlos lui répondit en lui rappelant que c'était elle qui voulait se venger des responsables de la mort d'Ador. Il affirma avoir agi pour elle. Félix lui reprocha d'avoir pris cette décision sans même lui demander son avis. Elle savait que leur ennemi n'allait pas en rester là. Carlos, quant à lui, affirma qu'il n'avait pas peur d'eux. Cependant, Félix le questionna sur le fait que leur famille n'était pas à l'abri. Il se demanda ce qu'il se passerait si leurs adversaires décidaient de s'en prendre à lui, à leur mère ou aux enfants. Silo intervint, reprochant à Carlos d'avoir donné à leur ennemi un nouvel argument contre eux. Carlos, sûr de lui, minimisa la situation. Il déclara que leurs adversaires étaient trop pauvres pour se venger et qu'ils n'avaient pas les moyens de les atteindre. Puis, d'un ton froid, il affirma savoir quoi faire ensuite. De son côté, Léona passa un appel et demanda de l'aide à quelqu'un, sans donner plus de détails. À l'hôpital, AB, dissimulé sous un masque, dit Alexa qu'il était convaincu que les Fierro ne reculeraient devant rien pour les éliminer un par un. Il savait qu'ils essayaient de tuer chacun d'entre eux et qu'ils avaient réussi à faire accuser Lala alors qu'elle était la véritable victime de Carlos.
Déterminé à empêcher la même chose pour Max, il refusa de laisser les Fierro s'en tirer. Alexa tenta de l'arrêter mais il quitta l'hôpital sans répondre. À l'extérieur, les muelles interrogent un agent de sécurité pour savoir si des images de surveillance pouvaient être récupérées. L'agent lui expliqua que les caméras étaient hors service et n'étaient là que pour donner l'illusion de sécurité. Pendant que les muelles repartaient, Olga sortit de sa cachette et remit discrètement de l'argent aux agents de sécurité, s'assurant ainsi leur silence. Un médecin expliqua à Alexa que l'opération de Max avait été un succès. Cependant, il précisa qu'il devait rester sous observation pendant les prochaines 24 heures en raison d'une commotion cérébrale. Il la rassura en lui disant qu'à moins de complications, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Alexa le remerciera chaleureusement et le médecin lui assura qu'elle pouvait demander à une infirmière de le contacter si elle avait des questions. Peu après, les muelles arrivaient. Alexa lui demanda s'il avait trouvé des preuves. Les muelles lui expliqua qu'il avait interrogé le propriétaire de la station-service, mais celui-ci affirmait que les caméras de surveillance étaient hors service. La caissière qu'il avait interrogée donnait la même version des faits. Supposa que les Fierro avaient pris les devants et les avaient approchés avant lui. Malgré cela, il restait convaincu qu'il existait d'autres moyens de prouver la présence de Carlos sur la scène du crime et qu'il faudrait laisser la justice s'occuper de lui. Alexa passa alors un appel. Lala décrocha immédiatement et demanda des nouvelles de Max. Alexa lui expliqua que le médecin avait décidé de le maintenir dans un coma artificiel et qu'il serait sous surveillance pendant 24 heures. Lala, furieux, déclara que Carlos allait payer pour ce qu'il avait fait. Alexa lui annonça qu'une plainte avait déjà été déposée contre lui et que la police avait en sa possession tous les dossiers médicaux de Max. Lala rétorqua que les Fierro trouveraient sûrement un moyen de s'en sortir. Elle déclara que, puisqu'ils voulaient du sang, ils allaient en avoir. Alexa tenta de la calmer, mais Lala s'énerva encore plus, lui demandant comment elle pouvait rester calme dans une telle situation. Alexa insista sur le fait qu'il fallait garder la tête froide. Elle expliqua que laisser leurs émotions prendre le dessus risquait de les faire commettre des erreurs. Elle rappela également que Lala et Abe avaient un prix sur leur tête et que leur ennemi utiliserait cela contre pour les neutraliser. Lala lui répondit qu'elle s'en fichait complètement. Alexa lui fit comprendre qu'elle, en revanche, ne pouvait pas se permettre de les perdre. Elle expliqua que si les Fierro les retrouvaient et les capturaient, tout leur plan tomberait à l'eau. Elle rappela aussi que Max était à l'hôpital et que Nico avait du mal à se déplacer à cause de sa blessure. Si Lala agissait et s'en sortait, cela ne ferait qu'inciter les Fierro à s'en prendre aux plus vulnérables de leur groupe. Enfin, Alexa assura que les muelles et ses collègues occupaient de l'affaire de Max et qu'il ne serait pas facile pour les Fierro d'échapper à la justice cette fois-ci. Les muelles arriva au commissariat et s'adressa à Menezes avec indignation. Il ne comprenait pas pourquoi aucun mandat n'avait encore été délivré contre Carlos Fierro, alors qu'il avait réussi à récupérer les images de vidéosurveillance prouvant sa présence sur la scène du crime. Pour lui, cela suffisait à justifier son arrestation immédiate. À ce moment-là, Léona fit son entrée. D'un ton assuré, elle déclara qu'elle supposait que leur présence était liée à l'affaire de Carlos. Voyant leurs expressions contrariées, elle ajouta qu'il n'était sans doute pas au courant de la dernière évolution de l'enquête, l'arrestation du véritable agresseur de masse. Elle expliqua qu'un témoin s'était présenté et avait identifié un mendiant qui se trouvait dans la zone au moment des faits. Ce serait lui qui aurait agressé Max, et non Carlos. Pour appuyer son récit, elle affirma qu'un autre témoin corroborait cette version. Alexa riposta en disant que aussi avait un témoin capable d'attester que Carlos était bien l'auteur de l'agression.